Chers frères et sœurs congolais, bonjour. À tous ceux qui sont éparpillés à travers le monde, à la recherche d'une vie meilleure que notre propre pays, notre propre sol n'a pas pu leur offrir. À ceux qui sont encore en République démocratique du Congo, la terre de nos ancêtres, en train d'endurer dans des conditions inhumaines. Aux étudiants congolais qui se lèvent tôt le matin pour aller au cours et qui reviennent tard le soir sans aucun espoir de pouvoir trouver un morceau de pain. À ceux qui ont terminé les études depuis plusieurs décennies et qui continuent à vivre sous tutelle dans l'humiliation parce qu'il n'y a pas d'emploi pour vous dans un pays où les riches sols et les sous-sols sont devenus l'objet d'envie de plusieurs personnes venant de toutes les extrémités de la terre. À ceux qui, malgré leurs qualifications professionnelles et académiques, ayant laissé une vie modeste au Congo, se retrouvent en Occident en train de faire des travaux qu'ils acceptent malgré eux, juste pour leur permettre à payer des factures. À ceux qui confortablement se sont installés dans des pays d'accueil et ont perdu tout espoir de rentrer au pays natal à cause de l'environnement politique, économique et social très instable et pauvre. À vous, mes frères et sœurs en Christ, shalom, vous qui priez depuis plusieurs années en train de chercher une année de grâce du Seigneur. Un jour où le Seigneur suscitera une personne qui le craint, un homme dynamique, un homme compétent qui aiderait son peuple à jouir de toutes les promesses que Dieu n'a cessé de faire à ses enfants par la sagesse, les songes, les visions et les prophéties. À vous tous qui aspirez à un Congo prospère, sur tous les aspects, je dis bien. À vous qui aimez la République démocratique du Congo, shalom, je vous salue, car l'heure est venue. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Beaucoup d'entre vous me connaissez déjà. Je suis votre serviteur, le professeur Dr. John Malala, professeur de nouvelles technologies de l'information et de communication électronique à l'Université de la Floride centrale. C'est la deuxième grande université aux États-Unis d'Amérique. Et vous voyez l'immeuble qui est derrière moi, c'est l'un de plusieurs immeubles sur cette institution. Pendant longtemps, nous avions hésité de nous impliquer directement dans la politique de la RDC. Non pas parce que l'on craignait ce qui ne pouvait tuer que le corps et non pas l'âme, mais parce que nous avions peur de pouvoir salir notre réputation, je dis bien. Certains d'entre nous avions cru que rester à l'écart de la politique nous aiderait à facilement faire avancer l'œuvre de Dieu au Congo. En tout cas, mes frères et sœurs, je vous informe aujourd'hui que nous avions tort. Aujourd'hui, nous annonçons la formation d'un mouvement politique auquel nous faisons désormais membres et qui va se présenter aux élections présidentielles de 2016 en République démocratique du Congo. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant presque 20 ans, depuis 1994, ici à partir des États-Unis, nous avons fait des recommandations sur recommandations auprès des dirigeants politiques du Zaïre d'abord et de la RDC après, croyant que nos idées seront implémentées pour sortir le pays du bourbier. Malheureusement, mes frères et sœurs, ces recommandations ont trouvé leur dernière demeure dans les tiroirs des différents ministères et enfin, pour aller mourir
comme papier d'emballage des cacahuètes rôties aux différents marchés de Kinshasa. C'est triste, car la plupart des gens qui font la politique au Congo le font par amour de l'argent. La politique au Congo est malheureusement, je dis bien malheureusement, un moyen facile de s'enrichir. La plupart des gens ne le font pas pour le bien-être du pays. Ce n'est même pas leur priorité. Ils cherchent d'abord les intérêts personnels. Ils cherchent tous à s'enrichir pendant que le reste de la population meurt d'une crise inhumaine. Ils envoient leurs enfants à l'étranger. Ils confisquent de force les parcelles et les concessions de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ils font des excès de table pendant que le reste de la population fait des jeûnes forcés. Ils vont se faire soigner à l'étranger parce qu'ils ont l'argent, au lieu d'aménager les institutions de santé du pays. Ils parlent d'un état de droit, mais vivant comme étant au-dessus de la loi. Non seulement qu'ils font le mal, ils encouragent les autres à les joindre dans leur mafia en punissant ceux qui veulent respecter le bien public. Chers amis, chers frères et sœurs, chers Congolais, je vous signale, beaucoup d'entre vous le savent déjà, tous les indices sur tous les plans placent le Congo en dernière position. On est même dernier en défense nationale. La formation académique, n'en parlons pas. Je sais parce que moi-même, je suis professeur d'une très grande université ici en Amérique. La formation académique congolaise est complètement révolue. On enseigne les mêmes histoires depuis les années 60 et les diplômes universitaires obtenus du Congo ne servent pratiquement à rien dans d'autres pays du monde. Les routes laissées par les Belges et avant l'indépendance n'existent plus. Les infrastructures laissées par les Portugais sont en ruine. Non seulement que le pays n'a pas avancé après plus d'un demi-siècle, il a reculé terriblement et s'est écroulé. Le Congo, comme je viens de le dire, est le seul pays au monde qui ne peut pas se défendre contre une attaque militaire quelconque. Les violences sexuelles contre les femmes ont atteint un niveau où les victimes préfèrent la mort que l'humiliation et la peine qu'elles endurent. Malheureusement, beaucoup de ces agresseurs sont des intouchables qui sont au-dessus de la loi en République démocratique du Congo. C'est déplorable. Dans l'entretemps, le Dieu qui a créé les cieux et la terre regarde du haut des cieux et s'étonne que personne parmi ses enfants ne se lève pour défendre sa cause. C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est lui qui a fermé la gueule des lions. C'est lui qui a protégé Mardoché, Esther et les enfants d'Israël du terrible Aman. Il est le même Dieu qui nous appelle aujourd'hui. Dieu nous a équipés de la connaissance, de la sagesse, des talents et d'autres dons qui font qu'aujourd'hui, nous sommes parmi des grands cadres qui dictent la direction que doivent prendre les grandes puissances du monde. Mais ce qui est étonnant, mes frères et sœurs, c'est que nous regardons à distance ceux qui sont en train de tâtonner, de trouver des solutions aux problèmes du Congo. C'est intolérable. Les cris des veuves, les pleurs des orphelins, la frustration des étudiants qui ne peuvent pas payer leurs frais, le désespoir des chômeurs, les bruits des ventres de ceux qui ne vivent que du pain kanga journée,
les cantiques de pleurs, des lamentations, le délabrement total en RDC, ainsi que les prières des jeunes à sec ont atteint l'oreille de l'Éternel, l'oreille de Dieu, l'oreille du Seigneur. Et il a bouleversé notre cœur. Notre réponse cette fois-ci, c'est « Seigneur, envoie-nous ». Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous y sommes arrivés? Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y a eu 2 incidents qui ont contribué à notre conviction. Il s'agit d'abord de la prise de Goma en décembre 2012 par les M23. Et ensuite, le fameux traité de Nice où un groupe de compatriotes aventuriers de la diaspora congolaise sont allés signer un pacte en 2012 en France avec des occultistes malfaiteurs pour vendre le Bas-Congo, l'Équateur et le Katanga pour des intérêts personnels. Là où nous sommes, c'est là, je dirais, où nous nous sommes dit, trop, c'est trop. Mes frères et sœurs, je vous assure d'une chose. L'amour pour le Congo nous presse à vous lancer un appel solennel. Notre cœur est resté troublé pendant longtemps, surtout, comme je viens de le dire, à la suite des révélations de l'affaire dite traité de Nice. Comme nous l'avions dit dans notre première réaction télévisée, ces jeux mafieux et le comportement de leurs acteurs nous ont révélé d'un problème sérieux, d'un vide de leadership dans la diaspora congolaise. Beaucoup d'entre nous avons des responsabilités et des obligations professionnelles importantes dans nos pays d'accueil. Nous pouvons décider de tourner notre dos et de fermer l'œil aux problèmes auxquels la République démocratique du Congo et ses enfants éparpillés à travers le monde sont confrontés. Nous pouvons tourner le dos. Nous pouvons fermer l'œil. Mais mes frères et sœurs, je vous dis une chose, l'histoire ne nous pardonnera jamais. Partout dans le monde, une nouvelle lignée d'hommes politiques sont au gouvernail de leur pays. Des hommes instruits, éduqués, dynamiques, maîtrisant les arcades de la gestion, de la finance, de l'économie, de la défense nationale et des nouvelles technologies de l'information et des communications. Quid du Congo? Est-il condamné à rester en marge de ces mouvements planétaires? Malgré les potentialités énormes que possède le pays, les hommes politiques congolais aux commandes depuis l'indépendance ne parviennent pas à faire émerger ces géants africains. De 1908 à 1960, la Belgique va administrer le Congo, soit 52 ans. De 1960 à aujourd'hui, le Congo est administré par les Africains, les Noirs, soit 54 ans. En 52 ans, les Belges ont pu faire profiter les populations de notre pays de formidables avancées sociales, éducatives et sanitaires qui, au moment de l'indépendance, ont placé ces pays parmi les régions les plus avancées de l'Afrique subsaharienne sur le plan de ce qu'on appelle aujourd'hui les indicateurs du développement humain. Malheureusement, cette merveilleuse machinerie coloniale a péché par excès de confiance et par manque de capacité d'anticipation dans la mesure où elle n'a pas pu nous associer suffisamment
à la prise de décisions et à la préparation d'une indispensable indépendance dont le processus s'était brusquement accéléré dans un contexte de rivalité Est contre Ouest. Mal préparée, l'indépendance du Congo a débouché sur un désastre. Le diagnostic de la gestion congolaise est accablant. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous parlons des infrastructures détruites, des animateurs des institutions incompétents, une armée abandonnée et multiforme, des crimes graves commis par des groupes armés et une impunité exacerbée et totale, etc. Le peuple n'a aucun recours car face au pouvoir, nous trouvons une opposition politique de façade et sans base idéologique, incapable d'apporter une solution aux problèmes que rencontre le Congo. Les hommes et les femmes qui l'animent sont incapables de mener une opposition démocratique et responsable. Il y a des choses que ceux qui sont au Congo ne savent pas. Mais du moins, nous le savons, nous qui vivons en Occident. Dans la diaspora, entre 2011 et 2012, nous avons assisté à des manifestations où se sont mélangées la molestation des dignitaires et des sympathisants du régime en place. Là aussi, aucune base idéologique, les réactions n'ont offert que peu d'efficacité au regard des buts qu'elles voulaient atteindre. Le mouvement semble condamné par manque de vision, manque de leadership, manque d'adhésion de la plupart des Congolais à travers le monde. Pourquoi? À cause de ces méthodes violentes. À l'aube de ce 21e siècle, une nouvelle génération de leaders doit émerger. Des leaders dont la responsabilité politique sera basée sur les rapports du pouvoir à la défense nationale, la sécurité du peuple congolais, la liberté d'expression et de presse, au développement, à l'économie et au social. C'est un siècle éminemment scientifique et technologique où l'interaction entre l'évolution technologique et l'évolution et le développement économique et social va marquer l'histoire de notre pays. Et nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Nous ne pouvons laisser ce leadership ni à un homme du passé, ni à un homme du troisième âge, et ni à une personne qui va tâtonner des solutions aux problèmes que nous venons de citer. Le leadership, mes frères et sœurs, ce mot, il est sur toutes les bouches. Mais qu'entendons-nous par leadership? Le leadership est un terme emprunté à l'anglais. Il définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Parmi ses compétences ou ses qualités, les leaders, on trouve en lui ou en elle la vision, la stratégie, la persuasion, la communication et la confiance et l'éthique. Le leadership, mes frères et sœurs, n'est pas inné. Si dans le passé, il était associé intimement à la personnalité d'un leader, particulièrement à son charisme, il existe beaucoup d'études récentes qui suggèrent une capacité apprise, fruit de l'expérience et liée à des contextes spécifiques.
L'émotion est nègre, comme la raison est hellène. Senghor ne veut pas dire par cette assertion que nous n'avons pas de raison. Il nous invite plutôt à maîtriser nos émotions et à se servir à leurs essences pour se loger au cœur du problème et trouver la solution appropriée. Mais surtout, ne pas se laisser emporter par elles. Je dis par les émotions. Erreur que beaucoup de nos politiciens commettent. Sortons de ces chemins, je vais dire de ces schémas, et entrons dans un schéma où une vision, stratégie, persuasion, communication, confiance et éthique sont la règle. C'est pourquoi nous vous annonçons que nous allons poser notre candidature en tant que des leaders. Nous allons poser notre candidature à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo au scrutin de 2016. Nous vous invitons donc, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, nous vous invitons à nous rejoindre dans ces mouvements politiques où nous vous proposons. Nous vous proposons des choses que nous allons faire et c'est à vous de pouvoir débattre, rejeter nos propositions, si vous le voulez. Nous vous demandons de soumettre très bientôt, bien sûr, vos curriculum vitae, vos réflexions, vos critiques constructives et nous vous appelons à apporter votre participation. Toutes ces choses vont faire émerger des leaders qui prendront la destinée de notre pays entre leurs mains. Le Congo Action Group, ou le Parti des travailleurs, est votre parti désormais. Nous, le Parti des travailleurs, avons besoin de toutes les expertises possibles des fils et des filles du Congo, où que vous soyez, au Congo comme à l'étranger, pour que, ensemble, nous puissions tourner la page de l'histoire et faire jouir le pays des avancées qu'il attend depuis longtemps sur les plans qui venaient d'être cités. Et ici, c'est sur tous les plans. Nous avons besoin de chacun de vous. Nous mettrons un site internet très bientôt où vous allez vous faire enregistrer pour faire partie de cette plateforme. Si réellement vous avez un souci sincère pour le bien-être du Congo, alors vous allez nous rejoindre, car nous ne sommes ni racistes, ni séparatistes, ni régionalistes. Nous avons besoin de toutes les compétences, tant morales qu'intellectuelles, que politiques, que pratiques et autres. Enfin, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous demandons au gouvernement congolais de se méfier de toute tentative de mettre les bâtons dans les roues de ceux qui veulent faire sortir le pays de l'abîme dans lequel il se retrouve. Les yeux du monde entier sont sur vous et votre crédibilité est en marche. Vos actions envers le scrutin de 2016 vont vous définir auprès de vos voisins, je dirais ici des pays voisins, de vos bailleurs de fonds et auprès de toute la communauté internationale qui est en train de vous regarder. De même, nous demandons aussi aux parlementaires congolais de ne pas oser manipuler la constitution de ces pays, chose qui va empêcher les progrès auxquels nous aspirons. Que vive le progrès social, vive la sécurité, vive la justice, vive le travail, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.